provide some clarity on the security guarantees? Who's going to take the lead on that? Is that going to be the Europeans or the US or both? Yeah, well, today's meeting was good and constructive, and there was a real sense of unity between the European leaders that were there and President Trump and President Zelensky. And we had two material outcomes. The first, on the question of security guarantees, was the agreement that the coalition of willing countries, that's 30 countries already working together on security guarantees, will now work with the US on those guarantees, coordinating, and we have already commissioned our teams to do the detailed further work on that. That's really important for security in Ukraine, for security in Europe, and for security in the United Kingdom. The other material outcome was the agreement that will now be a bilateral agreement between President Putin and President Zelensky. That was after a phone call between President Trump and President Putin during the course of this afternoon, followed by a trilateral, which will then add in President Trump. And that is a recognition of the principle that on some of these issues, whether it's territory or the exchange of prisoners, or the very serious issue of the return of the children, that is something where Ukraine must be at the table. And so these were the two outcomes that were the most important coming out of today. They're positive outcomes. There was real sense of unity. We've made real progress today. Thank you very much. De formation. Et puis sur les équipements, tout le monde aura une contribution à avoir. Il y aura aussi la contribution, ça fait partie de notre traité de paix, de la Russie à la reconstruction de l'Ukraine et de son armée. Donc tout ça sont des paramètres qui ne sont pas encore discutés. Vous parliez des sanctions, Monsieur le Président. Est-ce que Donald Trump vous a confirmé qu'il y était favorable si toutefois Vladimir Poutine refusait de s'engager dans un processus de paix? Sa volonté, vous l'avez compris, c'est de ne pas forcément le faire, même s'il a mis ce qu'on appelle des sanctions secondaires sur l'Inde et ce qui est en particulier pratiqué par l'Inde sur le rachat et le raffinement du pétrole russe. Et on considère que ça a eu beaucoup d'effets. Donc je crois que là, sa volonté, c'est d'engager. Il pense très sincèrement qu'on peut y avoir un résultat. Mais la discussion, justement, a abordé l'hypothèse où un résultat ne serait pas obtenu, l'hypothèse où la Russie ne voudrait pas sincèrement s'engager dans un tel processus. Et il a à ce moment-là marqué sa volonté et sa disponibilité à mettre ce qu'il appelle, lui, des tarifs primaires et secondaires, mais ce qui sont en effet ce qu'on appelle nous des sanctions. Vous aviez fait des garanties de sécurité une priorité. Ce soir, pardon. Oui. Si la réponse à ce qui s'est passé aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est une nouvelle pluie de drones et de missiles sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Mais je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau ovale au président Trump, quand on s'est reparlé après, et nous sommes plusieurs à lui avoir dit, vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Donc ça montre d'abord la nécessité d'arrêter les massacres, la nécessité d'une trêve. Et ça montre aussi, à un moment donné, les faits disent les intentions. C'est tout. Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, et j'ai redit hier, vous avez un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai, pour ma part, les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe. Parce qu'aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Et donc nous, notre objectif, c'est simple, d'avoir la paix le plus vite possible, de faire respecter le droit international de la souveraineté ukrainienne, donc d'avoir le moins de pertes territoriales pour l'Ukraine possible, et surtout d'aider l'Ukraine à résister à toute nouvelle agression, d'avoir une Ukraine qui a choisi l'Europe, de pouvoir continuer à choisir l'Europe librement, et de garantir la sécurité des Européens. Et c'est ça, ces fameuses garanties de sécurité dont nous avons besoin. Pour l'Ukraine aujourd'hui, demain, et pour nous, Européens, parce que c'est notre sécurité qui se joue là-bas. Vous aviez fait des garanties de sécurité une priorité avant de venir. Le président Trump a dit qu'il était prêt à s'y engager, et ce soir, il dit même qu'il est prêt à les coordonner. Très concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous attendez comme engagement concret de la part des États-Unis pour ces garanties de sécurité? D'abord, je le dis, on a progressé, mais je serai
encore très prudents, parce que tout ça est éminemment complexe, plein de détails, et il faut travailler sur la matérialité des choses. Je vous le dis, les garanties de sécurité, ce que je disais tout à l'heure, nous les avons travaillées. Il y a eu un travail depuis le mois de février coordonné par les chefs d'état-major britanniques et français. C'est le format d'une armée ukrainienne qui puisse résister et même dissuader toute agression russe, c'est-à-dire une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes, que nous allons devoir équiper, former, maintenir dans la durée. C'est ensuite des forces de réassurance que les alliés sont prêts à fournir, mer, terre et air, et qui, sur certaines zones, garantissent justement qu'il n'y ait pas d'intrusion. Ce ne sont pas des zones chaudes. L'objectif de ces forces de réassurance, ce n'est pas d'être des garants d'opérations de maintien de paix. Ce ne sont pas des forces qui tiendront la frontière, mais elles signent un soutien stratégique et elles préserveront dans la durée cela. Donc tout ça, on l'a travaillé, on a le contenu. Je sais dire ce que... Ça veut dire que la contribution américaine... Et ça, je ne sais pas y répondre puisqu'on commence le travail demain. Ce que je savais, que les États-Unis fassent le plus possible, parce que c'est ce qui nous permettra d'alléger le fardeau européen, et que les États-Unis apportent aussi leurs garanties, parce que c'était ça le vrai point d'interrogation. Et pour beaucoup de collègues européens, parce que cette discussion, en fait, on l'a commencée en février 2024 à Paris, lorsque j'ai dit qu'on devait justement recréer de l'incertitude stratégique. Donc on l'a commencé bien avant la coalition des volontaires, et le point d'achoppement pour beaucoup de partenaires, c'était de savoir ce que feraient les Américains. Parce que c'était la nécessité de savoir si les Américains étaient engagés dans une telle opération. Ces derniers jours, les Américains ont marqué leur disponibilité et leur volonté de rentrer dans cette coalition. En tout cas, de travailler avec la coalition des volontaires et de travailler sur les garanties de sécurité. En limitant l'article 5 D'abord, je pense qu'il faut faire attention. L'article 5, il est propre à l'OTAN, qui est une organisation. C'est que les États-Unis eux-mêmes ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que les Ukrainiens rentrent dans l'OTAN. Ensuite, il n'y a pas d'automaticité. Le même président américain l'a rappelé sur l'article 5. Je pense qu'il faut être très prudent. Et il faut être très prudent parce que c'est ce qu'on doit aux Ukrainiens et ce que nous nous devons à nous-mêmes. Vous savez, tout le monde a oublié. Mais l'Ukraine était une grande puissance nucléaire. La communauté internationale l'a convaincu de se dessaisir de ses armes nucléaires en 1994 dans un accord de Budapest où la Russie, je l'ai rappelé tout à l'heure au président Trump, la Russie s'est engagée par écrit à ne jamais agresser l'Ukraine. Donc ça pour dire que les engagements de non-agression de la Russie ne valent rien. Elle l'a écrit, elle l'a signé, elle l'a ratifié en 2004, elle a fait le contraire 10 ans plus tard. Mais la deuxième chose, où les premiers signataires, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique, puis après nous l'avons agréé, même si nous ne sommes pas dans les premiers signataires de cet accord, disaient qu'en cas d'agression, on lancerait des mécanismes de sécurité, de solidarité au Conseil de sécurité. Je crois que tout le monde a constaté en 2014 qu'il n'y avait pas tellement de réalité. Donc là, les Ukrainiens, ils ont besoin, pas de déclaration de principe, ils ont besoin de substance. Et nous, c'est ce que nous leur devons si nous voulons que ces garanties de sécurité soient une réalité. C'est pour ça que je ne ferai pas de juridisme. Je crois que c'est un sujet qui est très militaire, c'est un sujet qui nécessite du sérieux et de la robustesse, et c'est ce qui a été préparé par nos chefs d'état-major. Merci à tous, on doit s'arrêter là. Merci, je vous remercie. En tout cas, énormément. c'est un engagement de travailler, c'est une volonté de participer à ces accords, ces garanties de sécurité, ce n'était pas le cas avant, d'y travailler. On commence dès demain, je vous dirai à la fin de la partie. Un mot sur la cession des territoires ukrainiens. Que vous a dit Donald Trump sur ce point? On n'a pas parlé de ce sujet du tout aujourd'hui. Et pour deux raisons. D'abord parce qu'on a dit la priorité c'est les garanties de sécurité. Ensuite on a dit c'est ce qui doit être discuté en bilatéral, en trilatéral. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et un bon courage. On continue. C'est loin d'être fini comme vous l'avez compris.